Une vie, une œuvre, Sappho, par Francesca Isidori et Jean-Claude Loiseau. Οι μεν υπείων στρώτων, οι δε πέσδων, οι δε νάων, φέστε πηγάν μέλαιναν. Έμενε κάλιστον, εγώ δε κοινότο της έρατε. Ça, c'est un des plus beaux extraits pour moi de Sappho, où il dit, pour les uns une armée à cheval, pour d'autres à pied ou une escadre, disent-ils. Voilà ce qui est de plus beau sur cette terre noire. Mais pour moi, c'est de voir quelqu'un aimer quelqu'un. Ça résume pour moi presque toute son œuvre. Et ce qui est de plus fascinant, en fait, pour une musicienne que je suis, c'est que ça chante terriblement. Les sons chantent. C'est comme une alchimiste. Elle travaille les voyelles et les consonnes comme une vraie musicienne qu'elle était. Parce qu'il paraîtrait que les poèmes de Sappho étaient des chants, puisqu'elle était musicienne elle-même. Donc elle mettait en musique ses propres textes, et ça se voit. Qui donne la douleur. Eros qui tisse les mensonges. Ce dessin qu'on voit sur la couverture de votre traduction, Philippe Brunet, votre traduction de Sappho, sur la couverture, il y a un dessin, on voit une femme de profil avec une grande lyre, un barbitos probablement, et puis quelque chose écrit en grec qui est le nom de Sappho. Exactement, Sappho. En fait, il s'agit de l'image la plus ancienne dont on soit sûr qu'elle représente Sappho. Et ce qui est étonnant, c'est que ces petites lettres qui écrivent dans un alphabet archaïque le nom de Sappho ne sont pas alignées sur une ligne droite, mais représentent comme un petit mouvement ascendant de notes de musique qui sortirait du barbitos. Et il y a un fragment de Sappho qui dit justement Agide keludi amoi lege ponaes sadegineo, carapace divine de ma lyre, trouve en toi une voix et des paroles. C'est comme si le nom de Sappho était produit par les notes du barbitos. Sappho chante ce qu'elle appelle elle-même des paroles qui ont des ailes, donc elle module ce chant de jour en jour, il peut changer, mais elle n'écrit pas, quels que soient ses appels vers l'avenir. Je dis qu'un jour l'avenir se souviendra de nous, c'est un appel pour sa gloire, mais ce n'est pas un appel à un lecteur qui va feuilleter son bouquin. Pour un grec, il y a des effets auditifs avant tout. D'autant plus que la structure de la strophe de Sappho est une structure extrêmement étudiée, avec l'alternance des longues et des brèves, les indécasyllabes, les vers de 11 syllabes, avec, par exemple, au départ dans la strophe saphique, une longue, une brève, une longue, une brève, puis deux brèves encadrées par deux longues, et ensuite une brève, une longue et une syllabe indifférente. Mais là encore, pour Sappho, il paraît qu'elle a innové, elle a inventé d'abord la monodie, donc le chant avec une seule voix, alors qu'avant c'était à plusieurs voix dans la poésie lyrique. Et elle a inventé, paraît-il, un nouveau mode musical, le mode mixolydien. Alors, qu'est-ce que ça représente? Je n'en sais rien. Moi, j'irais carrément à y mettre là une musique ultra-expressionniste, très expressive, à la fois très rythmée et très hyper-esthésique, de façon à rendre cet effet de luminosité que je ressens, moi, presque sensuellement et charnellement, ces pulsations de lumière radiante que je sens quand je lis Sappho. Sappho, et la danse, et le bruit. Francesca Isidori, Jean-Claude Loiseau. Dans Les Fleurs de Mal, vous savez, un des poèmes qui a été supprimé s'appelait Lesbos. Et c'était une reproche très originale que Baudelaire formait
au sujet de Sappho, il l'a condamné non pas pour avoir aimé les femmes, mais pour avoir changé à la fin de sa vie et tombé amoureuse d'un homme, un jeune brut de berger qui n'était pas digne de Sappho. Sappho, la grâce et la violence, qui module sur les cordes de la lyre le feu et le miel, l'attente et l'abandon, le désir altéré et le visage ébloui. Sappho, l'éclipse et la lumière, l'écho fragmenté d'une poésie en archipel. Philippe Brunet. Je dédie la lecture à Jean Irigoyen et Stephen Dates. Poi kilotron atanata prodita, pai Dios doloplo che lissomaise, me masai si medoniai si damna potnia tumon, alla tui delt ai potacate rota, tas emas audas aioi sapeloi, Eclues patros de domon lipois acrusioneltes, arm upas deux sacaloi de sagon, oges trutoi perigas melainas, pucnadinentes pterapora noaiteros diamesso, aipsa dexicondo, sudo macaira, Mediasais atanatoi prosopoi, ereotti deute peponta cotti deute calemmi, cotti moi malista telogenestai, mainolai tu moi tina deute peito, pais agenes san pilotata tisop sapf adicessi, Kai garai paugei, takeos dioxei, ai de dora medicet alla dosei, ai de me pilei takeos pilesei, cucete loisa. El te moi kai nun, calepan de luson, ec merimnan ossa de moi telesai, tu mossi merei, Teleson, sudauta sum macosesso. Donc c'était l'hymne d'Aphrodite. J'essayais de le lire en donnant le rythme tel qu'on peut le reconstituer à partir du schéma métrique, des longues et des brèves. Et puis j'ai essayé d'imprimer sur ces syllabes l'intonation des mots en suivant l'exemple de Stephen Dates. Mais c'est assez difficile parce que l'accent, on ne sait pas exactement quel était l'intervalle d'une quarte, d'une quinte, et en faisant ça, on ne fait que le psalmodie, on ne le chante pas, mais du moins, on a l'impression qu'on arrive à un certain état de la langue naturelle et du rythme, à partir duquel Sappho a pu composer sa mélodie sans se détacher toujours de cette composante fondamentale qui est l'intonation des mots. On sait que la musique grecque suivait dans sa mélodie, respectait ce sommet du mot qu'est la syllabe ou la portion de voyelle accentuée. Et puis dans la traduction, je suis parti du Catulle, bien sûr, du Catulle d'André Markovitch, et j'ai voulu essayer de retrouver en français, en scandant, en tâchant d'imprimer peut-être des accents au français, essayer de retrouver donc le rythme du poème. Aphrodite au trône diaprée, déesse, née de Zeus, j'implore, immortelle, fourbe, fais que ni tourment, ni dégoût ne dompte, reine mon âme. Viens, n'as-tu jamais entendu ma bouche t'appeler lointaine et quittant d'un père la demeure d'or, n'es-tu pas venu sitôt atteler ton char splendide? Tes passereaux volages t'ont mené autour de la terre noire, agitant leurs ailes compactes par l'espace céleste, jusqu'à moi et ton immortel visage
a souri. Tu m'as, bienheureuse reine, demandé pourquoi de nouveau je souffre, pourquoi j'appelle et pourquoi je laisse un tel trouble naître dans mon cœur. Qui dois-je contraindre encore? Qui mener jusqu'à ton amour? Sappho, de qui vient l'offense? Qui s'enfuit, poursuive aussitôt, qui ose repousser l'offrande à son tour propose, qui déteste, adore aussitôt, aussi morose soit-elle. Viens encore, délivre-moi des affres du souci, accorde ce que mon âme brûle d'obtenir, prête-moi main forte dans la bataille. Sir Bernard Ledwidge. J'ai rencontré Sappho, pour ainsi dire, pour la première fois, en lisant une anthologie très connue faite par un Allemand, un savant allemand qui s'appelait le professeur Diehl, des poèmes grecs, et il ne mentionnait pas chaque fois l'auteur de ces poèmes. Cela était noté plus tard. Donc j'ai tombé sur quelques lignes qui étaient tout à fait différentes des autres que j'avais lus. Et c'était ce poème célèbre de Sappho, Keines moi feinetai, excusez ma prononciation grecque, qui est sûrement très différente de la prononciation française, mais Keines moi feinetai, isos theoisin. Il me paraît égal des dieux, celui qui est assis à côté de toi dans un banquet et voit ton beau visage, entend ton rire à côté, pendant que moi je suis éloigné et je meurs de jalousie et de désir pour toi. Je suis verte. Elle se sert du mot vert pour la première fois comme symbole de la jalousie. Et Sappho, personne d'autre parlait comme ça. Et je me suis dit, je dois trouver qui est ce poète. Je ne savais même pas qu'il s'agissait d'une femme. Et quand j'ai cherché, j'ai vu que c'était Sappho, en effet. Alors, j'ai toujours gardé un intérêt en elle parce qu'elle n'avait pas d'autres femmes qui la suivaient. Les conditions de vie changeaient à Lesbos, ce n'était plus possible après pour une femme d'avoir la même sorte de liberté dont Sappho jouissait. Et longtemps après, j'ai pris ma retraite comme diplomate, j'ai commencé à écrire et j'ai décidé que je devais refaire un peu de grec, renouveler mes études, et j'ai tombé sur l'idée d'écrire un livre sur Sappho. Et j'ai toujours considéré qu'elle a un génie tout particulier et une passion dans ce qu'elle écrit, qui est de loin supérieure de la passion affichée par les hommes de cette époque et les latins qui venaient plus tard. Gongila. Etissa mette. Paisi malista. Mas. Geneviève Pastre. Ma rencontre de Sappho a été quelque chose d'absolument étonnant. Parce que j'ai passé l'agrégation de grammaire, donc j'ai une formation en grec extrêmement solide, très approfondie. Et j'étais baignée de littérature et de langue grecque et aussi de la littérature française. Évidemment, Sappho, il y a quand même beaucoup d'années que j'avais passé l'agrégation, Sappho n'était pas au programme. Et je débarque dans mon lycée de province, et j'aimais les femmes déjà, mais je n'avais pas de littérature pour moi. Il y avait très peu de choses qu'on allait chercher comme ça par hasard. Et dans mon lycée de province, où j'ai été nommée, à Saumur, justement la ville de Madame Dacier, il y avait une bibliothèque. Et j'ai trouvé le livre d'Alcée et de Sappho, et je l'ai ouvert. Je me doutais de ce que j'allais trouver quand même. J'avais lu des choses, mais rien que lu des choses. La thèse de Barou, enfin différentes choses. Et quand j'ai reçu ça en pleine figure, j'en ai encore le cœur qui bat à distance, tellement j'ai été bouleversée parce que j'ai eu l'impression que j'avais en vis-à-vis, face à moi, une sœur, une compagne, quelqu'un que je pouvais toucher du doigt, mais c'était comme du feu, ça me traversait complètement. C'était tellement évident, ça me semblait la vérité. Voilà, alors mon choc est toujours là, il est aussi présent qu'au premier jour. Voilà, c'est une ode.
Voilà, puisqu'elle a écrit non seulement sur le mode saphique, enfin le type de strophe qu'elle a inventé, mais elle a écrit aussi suivant le mode traditionnel. D'ailleurs, en détournant un petit peu le sens de l'ode, parce que l'ode était un poème un peu officiel, et elle l'a détourné, elle en a fait un poème personnel. Et alors, dans ce poème, j'en lis la traduction, donc la plus ancienne que j'ai sous les yeux, ça serait intéressant que nous comparions. Elle parle, celui-là me paraît être l'égal des dieux, l'homme qui, assis en face de toi, de tout près, écoute ta voix si douce. Et ce rire enchanteur, qui, je le jure, a fait fondre mon cœur dans ma poitrine. Car dès que je t'aperçois un instant, il ne m'est plus possible d'articuler une parole. Mais ma langue se brise, et sous ma peau, soudain, se glisse un feu subtil. Mes yeux sont sans regard, mes oreilles bourdonnent. La sueur ruisselle de mon corps, un frisson me saisit toute. Je deviens plus verte que l'herbe, et peu s'en faut, je me sens mourir. Et c'est d'ailleurs très beau, parce que la simplicité de la traduction, je deviens plus verte que l'herbe, moi je trouve ça particulièrement beau, parce que souvent c'est traduit d'une façon un peu plus emphatique, de même qu'on dit plutôt en poésie verdoyant que vert, elle utilise le terme herbe. Et ça me plaît, et c'est le mot grec. Osgar es idovroche, os me phone σου δεν ετίκη. Αλλά κάμμεν γλώσσα μέαγε, λέπτον δάφτικα χρώη πυρ υπαδεδρόμικεν, οπτάτεση δούδεν όριμ επιρόμβηση δάκουε. Κάθε μύδρος ψύχρος έχει, τρόμος δε πέσαν άγρι, χλωροτέρα δε πίας έμι, τεθνάκιν δο λίγο πηδεύεις, φαίνομαι αύτε. Αλλά παν τόλματον, επί και πένητα και ποθείο και μάομαι. Car si je te regarde même un instant, je ne puis plus parler, mais d'abord ma langue est brisée. Voici qu'un feu subtil, soudain, a couru en frisson sous ma peau. Mes yeux ne me laissent plus voir. Un sifflement tournoie dans mes oreilles. Une sueur glacée couvre mon corps et je tremble tout entière possédée. Et je suis plus verte que l'herbe. D'une morte, j'ai presque l'apparence. Mais il faut tout risquer. J'aspire à qui me manque et je cherche ardemment. Osgar, εσύ το βρόχε, ως με φώνες σου δεν ετίκη. Αλλά καν με γλώσσα έαγε λέπτον δάφτικα χρώη. Πυρ υπαδεδρόμικεν οπτάτεση, δούδεν όρη με πυρόμβηση δάκουε. Alors moi j'ai beaucoup d'affection pour ce poème parce que c'est... Angélique Ionatos. J'ai essayé de le mettre en musique à partir de « Je deviens plus verte que l'herbe », comme disait l'autre traduction. Et musicalement, c'était presque a cappella. C'était juste avec un seul instrument parce qu'il fallait donner cette fragilité justement ce frémissement qu'il y a dans ce poème de l'état amoureux qui est ça, c'est-à-dire quand il dit je n'entends plus rien, ma langue se brise, un feu parcourt mon corps, ce chaud et froid qu'on a dans l'état amoureux et qu'on va voir quelqu'un et que il y a tous ces symptômes physiques qui sont décrits ici presque de manière réaliste par Sappho. Donc il fallait en même temps qu'il y ait cette pureté ça devrait être linéaire. J'ai essayé de faire une musique linéaire, complètement comme sur une lame de rasoir, comme quelqu'un qui est en danger de mort en fait. On disait danger des morts ou danger d'amour, je ne sais pas, mais enfin c'est un peu ça. Mais ça devait être quelqu'un d'extrêmement passionné, je crois, parce que ces poèmes revendicatifs de jalousie, entre autres, une de ses élèves qui finalement l'a laissé pour aller ailleurs. Et elle devait très mal vivre de ne pas être quand même l'unique Sappho, parce que c'est vrai qu'elle est... on sent aussi quelqu'un qui était traversé par des sentiments extrêmement passionnés. C'est pas du tout un être éthéré, Sappho. C'est ça qui fait aussi sa force actuellement. C'est parce qu'on sent un être de chair et d'os et qui... D'ailleurs, même ses poèmes sur son frère, quand elle l'accuse d'avoir épousé une putain, comme elle disait,
Elle ne mâchait pas ses mots. C'était quelqu'un... il y avait aussi un très beau poème qui disait « Mite mimel, mite mel ». Moi, j'adore ça parce que déjà, on entend toute la musique derrière, qui dit « Ni miel, ni abeille », pour moi. C'était quelqu'un qui devait être violent. Oui. Bon, moi, j'avoue que j'arrive à Sappho, d'abord à travers les textes à trous des présocratiques. Et donc, plus il y a un trou dans un texte, je ne sais pas si c'est une mentalité de termite, plus je suis content, parce qu'on les a dévorés, donc ça me permet de rêver sans avoir non plus d'autre part l'audace de combler ces trous. Non, mais je me sens à l'aise, donc c'est l'univers quantique. Et la contemplation du ciel plein d'ombre. Mais évidemment, j'y arrive à une Sappho de ce genre, à travers le coup de dé de Mallarmé, à travers les symbolistes, à travers Swinburne, que mon père m'a révélé, et chez qui je retrouve cet enthousiasme pour les formules de Sappho, pour le rêve d'une Sappho lesbienne, anti-victorienne, donc anticonformiste. Bon, moi, j'ai une image de Sappho qui a passé à travers donc les pré-raphaélites, les hyper-esthètes décadents anglais, et les symbolistes français et les surréalistes. Yves Battistini. Ma lecture de Sappho est une lecture au départ tâcheronnante, savante, le papyrus bérolensis 9722 folio 5, Berliner Klassiker Text 5, 2 pages, etc. Ensuite, j'oublie tout ça, ma bonne ou ma mauvaise conscience est satisfaite, et je me laisse porter par mon rêve vers Sappho. Alors pour moi, Sappho, évidemment, c'est non pas l'Ève future, encore que les Grecs sont toujours en avant de nous, c'est peut-être pas mon idéal de femme préféré, mais au moins dans la mesure où elle a chanté les amours de Lesbos, moi je la vois toujours à travers, et ça c'est mon expérience personnelle, je la vois toujours à travers ma découverte quand j'étais en première au lycée Buffon à Paris, ma découverte d'Aphrodite de Pierre-Louis, donc le couple idéal c'est un couple de lesbiennes. Bon, le poète belge qui dit quelque part, Louis Kuttner, je voudrais être une belle lesbienne, bon, pourquoi pas? C'est pour moi ça, c'est Sappho. Sappho qui chante Attis, bien-aimée, Attis suave, ou bien Archéanassa, épouse de Gorgo, ou Gongila, ou quelques autres encore comme Télésipa, Mégara, Kidro, Érina. Il me plairait bien que Érina ait été une amie de Sappho. Alors, mais Érina écrit un dialecte dorien. Bon, est-ce qu'elle n'était pas trop loin de l'île de Lesbos pour avoir connu Sappho? Donc pour moi, Sappho, c'est ça. Des souvenirs d'adolescence. Ensuite, un accomplissement poétique extraordinaire. C'est vrai, Platon a raison de le dire, Sappho est la 10e des muses. Elle est la merveille de lyrisme grec. Et elle pose donc cette énigme du texte à trous, du texte à fragments. Et donc, nous rêvons. C'est le fragment 23. Et on retrouve ce verbe, fainetai, qu'elle utilise aussi dans la deuxième ode. Dans la deuxième ode, oui, qui commence par fainetai moi. Alors si on traduit simplement par il me semble être semblable au Dieu celui qui, c'est un verbe passe-partout. Manifestement, si Sappho, dans ce fragment, place le verbe fainestai en tête, comme elle le fait dans le fragment 23, c'est qu'elle sent charnellement, pas seulement intellectuellement, dans le langage ou même dans le langage de la conversation ordinaire, elle sent l'éblouissement de lumière que suggère la racine et l'étymologie du verbe, que nous retrouvons par exemple dans épiphanie, dans phénomène au sens étymologique. C'est ce qui apparaît dans la radiance et l'éblouissement et l'éclat de la lumière. Donc n'hésitons pas à traduire fainetai, mes yeux sont éblouis, ou bien dans cette lumière où tu apparais. Ça donne, même si on ajoute un ou deux mots dans la traduction française, mais ça c'est inévitable, ça donne en tout cas cette illumination, ce que Rimbaud voulait dans son œuvre, cette illumination que le mot crée charnellement en nous. Erotos elp. D'amour j'attendais. Osgar antion eisido se. Quand nous restons face à face et que je te regarde, Fainetai mud Hermiona theota emmenai.
dans cette lumière où tu apparais, pas même Hermione n'est aussi belle. Xantai d'Hélénaï seisken. Hélène, aux cheveux d'or, c'est toi. Elle est ta ressemblance. Uden aikes. Il n'y a rien d'étrange à le dire. Znatai stode disti. Parmi les femmes mortelles, sache-le bien. Taisai paisan keme tan merimnan. Tu as pouvoir, par ta beauté, de guérir toute ma peine. Drosso entas octois. Par les hautes rives humides de rosée. Panukisden. Pour célébrer toute la nuit la fête. Sappho est unique. Mais il faut même si ça peut paraître un peu banal, mais il faut le répéter. C'est vraiment la seule qui soit l'égale d'Homère. Et cela dans un autre domaine, dans la poésie lyrique. Tous les autres poètes, que ce soit Alcée, Archiloque, qui proviennent tous d'Homère, qui se réclament d'Homère, qui se définissent par rapport à lui, n'ont pas cette autonomie par rapport à cette tradition. Pourquoi? Peut-être parce que Sappho était une femme et donc elle ne peut pas employer les mêmes métaphores héroïques et que dès qu'elle le fait, parce qu'elle le fait quand même, c'est toujours avec un léger voile d'humour. Et il y a cette qualité, cet humour, cette légère distance qui font vraiment de Sappho quelqu'un d'exceptionnel. En plus, elle appartient à un milieu poétique et littéraire qui est en lui-même exceptionnel. À Lesbos, il y avait la plus grande école de poésie qu'il y a jamais eu, avec Arion, Terpendre, Alcée, son contemporain. On n'a jamais revu ça dans l'histoire même de la littérature grecque. Ensuite, qu'est-ce qui attire les gens? Alors le scandale, bien sûr, le soufre, je ne sais pas. Ce qui est en plus très difficile à prouver, puisqu'il n'y a pas vraiment dans le texte de Sappho de passage proprement parlé d'amour physique. Et bien que certains ont essayé, ou certaines, ont essayé d'introduire ou de tirer le texte, mais toujours dans ses marges. Il y a, je crois qu'à un moment, Edith Morat traduit par un mot c'est un demi-mot dans le texte de Sappho, elle traduit par profondément caressé, mais il n'y a rien qui nous assure que ce soit vraiment ça. Il y a aussi cette simplicité de Sappho, peut-être sa présence, et cette apparente présence comme si effectivement elle vivait ces choses. On considère souvent sa poésie comme une poésie de circonstances, personnelle, lyrique, expression d'un sentiment. Et on méconnaît le fait qu'en fait c'est une poésie extrêmement conventionnelle, extrêmement libre peut-être, extrêmement détachée, mais c'est réellement une très grande artiste. C'est pas seulement quelqu'un qui parlerait de ses chagrins d'amour, et c'est cette ambiguïté-là qui fait qu'évidemment donc on se jette sur Sappho, et sa simplicité fait que du poème on ne sait pas très bien comment le prendre. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une souffrance? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une simple fiction littéraire? Sardes. Volaki, tui des non ecoissa. Osp. Oomen. Seteai sikelan arignotai. Saide malis te kaire molpai. Nunde ludaisin emprepetai gunaikesin. Ospot aelio duntos. Abrododactylos selana. Fanta parekois astra. Faos depiskai talasan panuran. Isos kai polluantemos erurais. A der sakala kepitai. Tetalaisi debroda kapala antrusca. Il y a peu de choses qui désignent le corps, sinon l'idée de la taille, des femmes allongées, le regard compte beaucoup, le visage compte beaucoup, le prosopone. Ça, c'est très important pour les Grecs. Et puis, il y a autour du corps, donc il y a le vêtement. Alors la tunique, les couvertures moelleuses, les sandales, le péplos, les bagues, la jupe qui bat les chevilles, les couronnes de fleurs qu'on se mettait à l'époque, la couleur, les robes de pourpre, les manteaux, les parfums, qui enrobent le corps aussi, les meubles, par exemple les coffrets, le gruta, qui est le coffret. Et on ne traverse pas l'oikos, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par la maison. Avec elle, on ne voit pas les murs. On est dehors, on est tout le temps dehors. C'est assez cosmique en fait. Alors il y a, malgré tout, ça peut être situé, mais il y a tout de même les terres, les oiseaux, les passereaux, les colombes, l'herbe, les étoiles. La lune, je fais une liste rapide. Hein. La terre sombre, la lumière nocturne, ça revient souvent. La nuit noire, la rosée, la terre rouge, la terre blanche, verte.
le métal précieux, la coupe d'or, le rossignol. Parmi les plantes, la hyacinthe, les roses, la violette, le safran, les cerfeuilles, le mélilo, et pourtant aussi, Dieu merci, le pois chiche et la vigne. Sappho vit, comme l'a dit quelqu'un, je crois une spécialiste de Sappho, Geneviève Bastre, elle ne vit pas à l'intérieur de la maison, elle vit au grand air, elle vit sous la radiance de la lune, sous l'éclat du soleil. D'ailleurs, elle dit quelque part, et ça pourrait être le dernier mot de Sappho, si on pouvait recueillir un de ses derniers mots, « Amour fut ma conquête du soleil, de son éclat brillant, de sa beauté ». Et aussi bien lorsqu'elle énumère les turbans bariolés venus de Sardes que les tuniques transparentes. Bon, tunique transparente chez Sappho, c'est la transparence de l'air dans l'île de Lesbos où elle vit. Les parfums dont elle veut inonder le corps de son amante, ce sont les parfums des myrtes et de l'aneth et des fleurs odorantes de son île. Donc il y a une sorte de sympathie, au sens étymologique, profonde et d'osmose entre Sappho et le végétal et le minéral de son île, qui fait que peut-être on pourrait mieux comprendre ses poèmes et l'exaltation de son amour et de son éros. Et alors cette île de Lesbos, au VIe siècle, donc à l'époque de Sappho, passe pour une île aux mœurs particulièrement lascives. Oui, et elle passe pour être cela. Et ce n'est pas une connotation péjorative, tout au moins jusqu'au IVe siècle, avant que Périclès à Athènes ne vienne recommander aux femmes de rester dans leur demeure et de ne pas se montrer sur les places publiques. Mais la ville de Lesbos, bien sûr, est un haut lieu de bonheur. Sappho dit elle-même, je crois, dans un fragment qui lui a été attribué, « Dans l'île du bonheur, viens ». Et Lesbos, à la fin du 7e siècle et pendant tout ce 6e siècle, je pense que c'est peut-être du fait que les structures mentales et les habitudes des tribus éoliennes ne sont pas exactement les mêmes que celles des tribus ioniennes ou doriennes, qu'elles sont moins attirées par l'aventure sur la mer. D'ailleurs, les Grecs ont toujours eu une sorte d'appréhension en face du large. Ulysse, finalement, n'est qu'un caboteur. Il longe les côtes le plus possible. Donc, les tribus éoliennes sont plutôt agricoles. Et à Lesbos, il y a la culture de la vigne à Échala, on le sait par un simple mot relique attribué à un fragment de Sappho, qui désigne la vigne à Échala. Il y a la culture des céréales. Un autre mot dans un fragment tout à fait fragmentaire, parce que c'est un seul mot dans Sappho, le fragment 176 parle de tranchées d'irrigation, donc c'est bien une habitude de cultivateur. Ensuite, l'île de Lesbos connaît cette prospérité grâce à une stabilité politique relative. Il y a quand même une rivalité entre les anciennes familles régnantes et les loups de la nouvelle génération. Et alors là, il y a le problème de Pittakos. Pittakos, qui est un bon tyran, il faut bien le dire, puisque c'est l'un des 7 sages de la Grèce. Mais comme tout tyran, ça signifie qu'il a pris possession du pouvoir porté par les forces démocratiques. Et donc l'hostilité avec Alcée, aristocrate et esthète et raffiné, peut venir de là. Donc Alcée a fini par irriter Pittakos, qu'il a envoyé en exil. Il a été plus indulgent, peut-on supposer, pour Sappho, puisque Sappho aurait été ambassadrice pour représenter l'île de Lesbos en Sicile. À Lesbos, il y a eu une sorte d'éclatement de tous les pouvoirs dans ces régions. Il y a eu des reconstitutions, une île est favorable à ça. Et c'était des pouvoirs qui étaient, on en trouve un peu partout à cette époque-là, qui étaient après le pouvoir des palais, c'est-à-dire après la période troyenne, enfin homérique, un pouvoir qui était des pouvoirs des grandes familles aristocratiques. Et c'est vrai que c'était une civilisation très ouverte, assez asiatique, donc rattachée au culte d'Artémis, qui est une des descendantes de la grande déesse, bien entendu, même si elle a été reprise par les Grecs. Il y a des poèmes à Artémis et elle se déclare quelque part une disciple, enfin une prêtresse même d'Artémis, donc elle est rattachée à ce culte. Alors faisant partie elle-même des grandes familles, elle doit... participer donc à toute cette culture, disons, aristocratique, très ouverte et pas fermée, avec certainement un vieil héritage, ou amazonien, ou hittite, certainement pas, malgré tout, troyen. Parce que quand on voit l'Iliade, on voit bien qu'il y avait une polygamie du côté de Priam, donc ça ne peut pas être rattaché directement.
Alors, comme vous dites, ça doit être la dernière trace, mais peut-être pas la seule, parce qu'on sait qu'à son époque, il y avait une dizaine d'autres femmes qui avaient aussi des écoles, sinon des tiases, mais qui avaient des... On ne sait pas, le terme est complètement inadéquat, mais enfin, des groupes de jeunes femmes, j'évite le mot jeune fille, parce que je reviendrai dessus, avec vraisemblablement une homosexualité, le mot aussi fait horrible, enfin parce qu'il date de la fin du 19e siècle, une homosexualité initiatique. À mon sens, c'est trop la ramener vers quelque chose d'initiatique à la manière masculine. Je pense que c'était quelque chose qui était beaucoup plus souple. Et c'est sûr qu'après, ça a dû durer encore, parce qu'on sait qu'à Corinthe, en Eubée, dans différentes villes, et à Sparte, mais sous une autre forme, il y avait encore une homosexualité pour les femmes. Elle était encore permise, on a vraiment des traces, mais en marge de l'Athènes classique. On peut imaginer quelle était la vie dans cette ville de Mytilène à l'époque où Sappho y vivait. D'abord, comment était cette ville? C'était avant tout, comme toujours, une acropole. Daniel Calvo-Platero. C'est-à-dire sur un éperon rocheux, un sanctuaire, des temples, et puis les villas aristocratiques. Elle était séparée par un canal avec des ponts et une ville basse sur l'autre rive. Et ainsi, on avait une topographie qui dessinait deux ports. Un port pour la marine de guerre et un port pour les navires marchands et les pêcheurs. Et actuellement, d'ailleurs, on a toujours à peu près le même tracé, sauf que le canal est l'agora actuelle. Mais c'est absolument le même tracé. Et alors, la description, on est sûr maintenant archéologiquement, parce qu'on a trouvé un pont, mais auparavant, on avait la description dans Daphnis et Chloé, le premier roman qui existe dans notre littérature occidentale, et qui date du IIe siècle après Jésus-Christ. Et la première page décrit longuement Mytilène avec son acropole, sa ville basse, séparée par un canal et ses ponts. Et alors cette ville qui était complètement vierge au niveau archéologique vient tout juste d'être fouillée il y a 6 ans, 7 ans environ, par des Canadiens spécialistes d'Asie mineure et qui ont exhumé des choses tout à fait extraordinaires. Et la maison de Sappho? Alors il y a une tradition où elle aurait été sur l'acropole, sur les flancs de l'acropole, tout près du castro, donc du palais du tyran Pitacos à l'époque, et qui serait l'actuel tribunal. Pour moi, ma version propre, ce serait de l'autre côté, vers la ville basse, de l'autre côté du canal, à la jonction du canal et du port, là où se trouve l'actuel lycée. Donc la tradition serait toujours vivante, puisqu'il y a là des jeunes filles et des jeunes gens qui suivent leurs études. Et je crois beaucoup à l'esprit des lieux. Donc pourquoi pas, sous l'actuel lycée, l'école de Sappho. Les anciens ne connaissent pas la lecture que nous faisons, nous, qui est la plaie, diraient certains, de l'école primaire et des universités, la lecture silencieuse. Les anciens lisent à haute ou basse voix. Et on le sait d'ailleurs, ça par un témoignage de saint Augustin, donc c'est le IVe siècle après Jésus-Christ, qui surprend un jour saint Ambroise de Milan. Il le voit lire et il ne l'entend pas lire. Donc saint Ambroise de Milan vient de découvrir la lecture silencieuse. Et donc les effets, si vous voulez, visuels. Quand
quand on a comme ça un poème de Sappho sous les yeux, souvent on a l'impression qu'il y a plus de blanc que de lettres, que de caractères, de typographie, qu'il y a des zones blanches, des trous, des lacunes. Alors, le poème est où? Comment le retrouver? Bien, le poème, d'abord, il est sur une page qui ressemble souvent à un atlas stellaire avec les trous d'ombre et les nébuleuses de la matière négative. Et ça, je trouve que c'est très excitant parce que d'abord, ça nous prouve que les théories de Parménide sur l'être et le non-être et l'attitude des Grecs en négatif-positif nous montrent que les Grecs sont les inventeurs de l'informatique et des ordinateurs. Et plus on travaille sur un texte à trous, plus on peut être inspiré parce qu'on a tendance, bien sûr, à vouloir réinventer et donc à reconstruire un texte et ça stimule les exégèses, mais en même temps, ça exige de nous une rigueur et un respect de ce que peut être Sappho parce que Sappho est absente. Alors si on le prend dans l'édition anglaise de Campbell, qui est une des plus récentes, de 1982, le fragment 96, parmi d'autres, qui me paraît caractéristique, on a une idée du diachronisme de l'édition de Sappho. Diachronisme puisque, successivement, depuis la première édition d'Henri Étienne en 1554, je crois qu'il comprenait 32 fragments de Sappho, chaque étape dans l'histoire et dans l'amour des lettres grecques, nous a fait ajouter un nouveau fragment, de nouvelles syllabes, de nouveaux mots au texte de Sappho. Et en particulier, donc, ce fragment 96 qu'on peut prendre comme exemple, le parchemin de Berlin, qui remonte aux années 1902, c'est l'époque où, dans les nécropoles du Fayoum, des chercheurs comme Grenfell et Hunt ont découvert que certaines momies, qui ne sont pas encore celles de Boris Karloff dans le film bien connu, étaient entourés en guise de bandelettes ou en guise de cercueil de cartonnages qui étaient faits de vieux bouquins, de fragments de lettres disparues, de fragments de papyrus, et en les décollant peu à peu, on a trouvé donc ces fameux papyrus d'Oxyrhynchos qui font l'émerveillement des lecteurs modernes parce qu'il a fallu une sagacité, une patience étonnante et des maîtrises techniques pour les déployer, les expliquer, comme on dit dans le jargon d'aujourd'hui, les mettre à plat, et par conséquent ajouter un nouveau texte, un nouveau vers au livre de Sappho. Alors donc, ce fragment 96 appartient à la même époque, c'est un parchemin, dit parchemin de Berlin, qui a permis de récupérer un certain nombre de strophes et de vers de Sappho. Alors, quand on prend le vers 1, il n'y a plus que 4 lettres sardes, donc probablement la ville de Sardes, et on peut supposer, d'après les vers 2 et le vers 3, qu'une des amies de Sappho l'a quittée, non pas parce que les amours étaient finis, mais parce que ça devait être un tour de chant, comme on dit encore aujourd'hui, et elle devait peut-être représenter l'école de Sappho en Lydie et en Asie mineure. De toute façon, elle est loin, et Sappho souffre de cette absence. Alors, qui est-elle, cette amie absente? Quel nom lui donner? On ne sait pas, parce que elle devait être peut-être nommée au début, selon l'habitude. On le voit ailleurs, Sappho nomme Gongila, gomme Arkéanassa, Attis, 10 fois nommé dans les fragments qui nous restent, et quelques autres. Alors, certaines femmes d'aujourd'hui, romancières, ont vu, je pense, dans le vers 4 et 5, qui est coupé d'ailleurs, selon un phénomène que les spécialistes appellent la synaphie, c'est-à-dire qu'un même mot, sa première et sa deuxième syllabe terminent un vers, et la suite de l'autre mot commence l'autre vers. C'est un peu ce qu'on appelle l'enjambement. Alors, est-ce qu'elle est nommée comme Arignota, là-dedans, Arignota? Certains croient voir dans Arignota une des amies caressées et aimées de Sappho, comme Gongila, Mnasidika, Guirino et quelques autres, mais un érudit anglais, malgré sa prudence, là, est très formel, et il nous dit que Arignota, c'est pas du tout un nom de femme, c'est simplement un adjectif qui signifie très connu, célèbre, et autre chose de ce genre. Donc, c'est dommage qu'on ne puisse pas savoir si c'est Mnasidika qui est partie, tant aimée, si c'est Gongila qui, dans les bras de Sappho, sur un lit moelleux, chassait hors de son corps son désir altéré, ou bien si c'est simplement une fille qui brille par son renom et qui est très connue. Il y a 2 mots qui me... Parce que je pense qu'on ne peut pas travailler Sappho sans travailler sur le grec, c'est sûr. Moi, je dis souvent que j'ouvre le grec comme on ouvre une noix.
Un mot grec, je l'ouvre, je regarde ce qu'il y a dedans. Donc ça me permet quand même de rattraper ce qui a été souvent, sinon détourné, un peu effacé, un petit peu gommé quand même. Hein. Et le mot étaillé, on voit bien que ça donne étaillir, donc on est sur la voie de la prostitution. En fait, quand il s'agissait des hommes, c'était les compagnons. Donc c'était les compagnons amants. Il n'y a aucune raison de penser que c'est pas par désir de symétrie absolue, mais quand on sait tout l'ensemble de l'histoire, il n'y a pas de raison de penser que le mot étaillera, d'autant plus que elle, le mot étaillera signifierait courtisane, d'autant plus que elle, quand elle utilise le mot courtisane, elle l'utilise sciemment dans un poème, c'est le mot porné. Pas des maladresses ou des intentions dans les traductions, c'est que le mot, par exemple, potos, qui signifie donc très exactement, il y a le verbe correspondant, potéo, le désir de, est parfois traduit de façon vraiment drôle, je me répète, dans un des poèmes, comme elle parle à son amante et elle lui dit, quand tu es couché auprès de moi sur un lit moelleux et que tu as soif, que tu as assouvi ta soif ou ta faim, dit le critique. Et ici, potos sur un lit moelleux, ça ne peut être que le désir érotique. Ce n'est pas la soif, elles ne vont pas boire ensemble. C'est absurde. Là, franchement... Ça fait même sourire, voilà. Je crois que vous avez raison de sourire aussi. Ir-a dirat Gogila. Ήτησα με έθε. Πέσει μάλιστα. Έρμας γησίλθ επ. Είπον. Ο δέσποτα επ. Ουμαγάρ μάκεραν. Ουδέν άδο μέπερθα γάς έισα. Κατθάνην δίμερός της έχει με και λωτίνης δροσοέντας όχθης είδην αχαίροντος δεσέδ δέτο μύτη es Gogila quelques signes exercent plus que tout. Hermès est entré en personne. Je lui dis, maître, par la bienheureuse, je n'ai plus de bonheur sur cette terre. Il me vient le désir de mourir, de voir les rivages de la Chéron, la rosée, les lotus en fleurs, et puis plus rien. Angélique Ionatos. Odysseas Elitis, quand il a appris que je m'étais penchée sur Sappho et sa traduction, il m'a dit, je pense que certains poèmes d'amour de Sappho pourraient t'inspirer. Alors bon, c'était un peu comme mon parrain qui tout à coup me donnait une espèce de défi et puis de conseils, etc. Alors quand je l'ai lu forcément en ayant un œil sur la traduction et un œil sur le texte ancien. J'ai été totalement séduite parce qu'il fallait dire aussi que j'avais l'impression de lire une contemporaine. Et ça me fait penser au texte qu'Elitis a écrit en préface dans son livre quand elle dit « C'est une cousine lointaine avec qui je jouais dans les mêmes jardins, autour des mêmes grenadiers, au-dessus des mêmes puits. » Et j'ai eu le même sentiment, une cousine lointaine, mais pas dans le temps, dans la parenté peut-être, mais en aucun cas on a l'impression de se pencher pour ces poèmes d'amour, pas ces poèmes religieux, ça c'est très différent. Ces poèmes d'amour, en aucun cas on ne pense que cette femme a écrit il y a 2500 ans. Ως γάρ εσύ το βρόχε, ως με φόνες σου δεν ετύχει.
Si je devrais prendre une métaphore, je dirais, c'est comme si on me mettait dans une maison dont l'architecture m'est inconnue et où je me sens chez moi. C'est-à-dire où d'instinct, je me promènerais avec une certaine aisance, où je saurais où est la cuisine, où est la salle de bain, où est la salle à manger, sans que jamais cette maison ne m'ait été montrée, et surtout quand l'hôte est absent. Alors, je me promène dans le grec ancien comme ça. Et en même temps, il nous reste des mots, c'est-à-dire là, prenons ce texte. Ipion, on le comprend, nous, en tant que grec d'aujourd'hui. Ran, qui est la terre, oui. Melanan, ça reste encore. Melanan qui est noir ou bleu et sombre, traduit notre traducteur ici. Alors, Kaliston, ça reste encore, même si c'est un peu désuet si on l'utilise, mais on le comprend. Héros, c'est devenu héros pour nous. Hérate, il y a déjà la notion de hérotas, de héros, etc. Donc, on comprend quand même quelque chose comme 4 ou 5 mots sur 12, 14. Anthropos, dirions-nous, à la française, qui est un des plus beaux mots grecs, puisque c'est anthropos, l'homme, c'est déjà, en grec, il n'y a pas de sexe, c'est l'être humain, et anthropos, c'est celui qui regarde en haut, c'est-à-dire quand l'homme s'est relevé de sa position d'animal et il a regardé en haut. Et je trouve ça très très beau. Anthropon, andra, qui est l'homme, panariston, le meilleur. Tout ça, c'est des mots qui nous disent encore, nous. Et aussi, j'essayais de respecter aussi les blancs. Dans le texte, Elitis avait laissé des blancs, comme ici d'ailleurs, comme ce livre que nous avons devant nous. Et j'ai essayé de le restituer dans la musique aussi, ça. C'est-à-dire qu'il y avait des silences, souvent à l'endroit des blancs. Et puis ensuite, j'ai fait un autre exercice qui, moi-même, me plaisait beaucoup. Je me suis amusée à mettre dans le même chant le texte grec ancien et grec moderne. Donc, Elitis, Sappho. C'est une traduction d'Edith Mora. Voilà. M-O-R-A. Alors, voilà donc un poème. La lune a fui et les Pléiades. Il est minuit, l'heure passe et je suis couchée. Seul. Vous voyez, ce qui confirme ce que je pense, c'est que c'est un style de poésie qui est assez proche du haïku, qui donne l'ensemble d'un paysage, ce qui montre d'ailleurs qu'il s'agissait de femmes libres. Elles ne sont pas enfermées dans un gynécée quelconque, puisqu'elles ont la nuit, et la poésie de Sappho est pleine de phénomènes de la nature. La nuit, le jour, la mer, on est là de plein pied avec la nature. Et puis ce côté à la fois immense et en même temps allusif, et une notation, puisque le propre du haïku, c'est de griffer en quelque sorte à la fin, d'arrêter avant la fin, de laisser la suggestion partir. Bon, la lune aux doigts de rose, l'aurore aux sandales dorées, la terre aux multiples guirlandes, quand même une création étonnante, Paulus Stéphanos, de songer que la terre a de multiples guirlandes, j'ai l'impression que c'est un adjectif tout nouveau créé par Sappho. Donc cela me fait songer à cet adjectif qu'on trouve dans un fragment de Pindare, Aphrodite aux yeux de noirs tourbillons et lycoblépharos. Et j'ai l'impression que cet adjectif composé pourrait convenir exactement pour le livre tel que nous le recueillons aujourd'hui, après 26 siècles, de Sappho, qui lui-même, au fur et à mesure, disons plutôt que le livre, disons l'œuvre de Sappho, a recueilli chaque fois dans la mémoire des hommes un nouveau trésor, un nouveau bijou, un nouveau fragment, une nouvelle structure rythmique, un paraglyconien de plus, un adonien ou une strophe saphique découverte enfin grâce au cours des années aux fouilles archéologiques, aussi bien près d'Athènes ou que dans les nécropoles gréco-égyptiennes du Fayoum. Et par conséquent, c'est un livre qui monte un hélice vers nous, de plus en plus riche, de plus en plus fragmentaire en même temps, qu'il s'enrichit, il devient de plus en plus fragmentaire, il n'y a plus que des fragments de fragments recueillis dans des reliques, mais cela constitue une sorte de diadème à multiples facettes, à multiples irisations. Et c'est bien ça, au fond, peut-être, lorsque Sappho parle de bandeaux de pourpre, de parfum,
du battement également de la danse sur les prairies de Jacinthe et d'Annette, que tout cela, ça nous restitue un livre qui bat, qui pulse vers nous ses parfums et ses couleurs. Et ce n'est peut-être pas plus mal que ce livre, dans la mesure où il est en spirale, c'est une espérance pour l'avenir. On va peut-être encore découvrir de nouveaux textes, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas loin de me réjouir qu'il soit tellement fragmentaire. Ça permet de mieux rêver sur ces trous d'ombre qui deviennent lumineux par notre rêve et notre imagination grâce à ce pouvoir des mots si intense et magique lorsque Sappho nous les prononce pour nous. Phonais, Uden et Ekei. Ala, Cam, Mem Glossa et Agé. Lepton dotic acro, pur, upadedromeken. Au patessi, Duden orem. Et piroubaissi d'acouaï. Car, des midros, carquetai, promos des paisan agrei. Chlorotera des pias, eimi. Dans les textes de Sappho, donc dans ces fragments, il y a comme un paradoxe, c'est-à-dire c'est un texte donc brisé, mais qui n'apparaît que plus grand à nos yeux. Philippe Brunet. Si on veut vraiment se prononcer littérairement sur un poème, il faut partir de l'hymne d'Aphrodite, c'est le seul poème, parce qu'il est quand même complet, malgré cette petite variation, ce trou, puis la petite variation qu'entraîne, par exemple, la leçon au premier vers, Aphrodite, immortelle Aphrodite, poikilo trôné, ça signifie au trône bigarré, diapré, changeant, avec la bigarrure, c'est aussi un trait de l'esprit, de la ruse, du renard par exemple, donc c'est quelque chose d'un peu inquiétant dans le pouvoir d'Aphrodite, mais ça peut signifier aussi, comme dans l'Iliade, lorsque Héra dit que Crusoe trônait aux fleurs d'or, donc ici ça signifierait aux fleurs bigarrées, multicolores, et puis il y a une autre leçon dans les manuscrits qui dit poikilopron, c'est-à-dire à l'esprit bigarré, au cœur diapré et multicolore. Donc, à tout instant, dans n'importe quel texte de l'Antiquité, on pourrait dire qu'il y a ce problème de la variation et du sens qui n'est pas fixe, puisque ces textes nous parviennent après une longue histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque Denis d'Halicarnasse nous transmet ce poème, il le transmet pour une raison très précise. D'abord, c'est le premier poème du livre de Sappho, qu'il soit rouleau de papyrus ou plus tard codex. C'est donc le plus important. Pourquoi il était en tête ? Parce que je ne sais pas, peut-être c'était le plus beau, sans doute c'était le plus beau, c'était celui où Sappho s'adressait à Aphrodite, et puis c'est effectivement, Denis d'Halicarnasse le cite aussi pour ses qualités musicales exceptionnelles. Il dit qu'il n'y a presque pas d'hiatus, toutes les voyelles s'enchaînent les unes sur les autres. Et puis, je ne sais pas, s'il fallait d'autres commentations, outre celle de Denis d'Halicarnasse, il y a le jugement très clairvoyant de Pound, qui dit que s'il y avait deux poèmes à lire, ce serait l'Iliade et l'hymne à Aphrodite, en tout cas Homère et Sappho. Et effectivement, donc, malgré tout, on a quand même une clôture. On a ce poème qui est entier. Et donc, c'est bien aussi d'essayer d'apprécier, de comprendre Sappho à partir de ce poème. Eipon, podespotet, umaga, makaira negog, uden adon et pertagas et oisa, katanen dineros tis et kaime, kai, lotinois drosoentas, octois iden akerontos. Vous pouvez pas me lire un vers? Oui, bien, alors justement, alors voilà, la troisième strophe, là, elle est très belle parce qu'elle évoque le clair de lune sur cette mer qui sépare Sappho de son amie absente et qu'elle désire, qu'elle voudrait étreindre dans ses bras. Nunde, ludaisin emprepetai, gunai kessin os potaelio, duntos, a brododactylos selana. C'est-à-dire, et maintenant, parmi les femmes de Lydie, elle brille comme le soleil couché, la lune aux doigts de rose. Yves Battistini. Alors, nous traduisons a brododactylos selana, la lune aux doigts de rose. Bon, il y a déjà une première infidélité au texte de Sappho, c'est que l'adjectif composé brodudactylos en dialecte lesbien, d'abord il y a brodudactylos au lieu de, en dialecte attique, rhododactylos. Donc brodo, rhodon. Il y a déjà une différence de prononciation quand on passe du dialecte attique au dialecte de Lesbos. Ensuite, le mot qui désigne la lune, en dialecte attique, c'est séléné. Sappho dit sélana avec deux consonnes, un redoublement de la consonne. Donc là, il y a également un effet auditif. Ensuite, autre chose qui est signalée dans ce vers, qui explique les problèmes de traduction et donc de trahison et d'infidélité,
c'est qu'il est très rare de trouver chez Sappho un adjectif composé précédé de l'article. Pourquoi a-t-elle mis ici l'article? L'article féminin. En plus, comme on est chez Sappho, il y a le phénomène dans le dialecte qu'elle emploie, qui est un dialecte éolien, donc qu'on parle à l'île de Lesbos, c'est qu'il y a le phénomène de la non-aspiration. Les techniciens disent la psilosis. Donc au lieu de prononcer ha, prododactylos selana, on prononce en principe a, c'est plus suave, c'est plus doux. Mais si on était anglo-saxon, là on serait beaucoup plus à son aise, parce que la langue anglaise, qui est moins analytique et moins catégorielle que la langue française, et qui a, si vous voulez, instinctivement le sens de la fusion, le sens de la dynamique. Elle est plus synthétique peut-être, la langue anglaise. En tout cas, c'est l'impression, moi, que j'en ai lorsque je lis Swinburne, qui est un grand spécialiste de Sappho. Donc, les Anglais diraient ici, pour les 3 mots grecs, abrodo, dactylos, selana, ils diraient 3 mots anglais, the rosy-fingered moon, la lune doigt de rose. Alors, chez nous, il y a quelqu'un qui a essayé de trouver ces raccourcis synthétiques. C'est Jean-Paul Savignac, dans son excellent Pindare aux éditions, je pense, de la Différence, ou pour un adjectif comme, par exemple, Athéna aux cheveux bouclés de violette, traduit Athéna violette bouclée. Bon, mais c'est quand même contraire à l'esprit de notre langue cartésienne. Là, il y a une phrase en grec qui, moi, j'adore, qui dit « Keielesa simero entomiman kardian enstithe syneptoesen ». Et là, quand on le lit comme ça, même si ma propre prononciation n'est pas celle d'Erasme, mais qui est celle de mes professeurs en grec ancien, mais qui étaient des grecs modernes, ça veut dire des diphtongues que nous continuons à lier, les différents i grecs qu'on prononce i, mais qui sont le iota, le ita, le omicron iota, qu'on continue à dire i. Mais quand je le lis comme ça, je dirais à la grecque moderne, moi ça me chante beaucoup. C'est-à-dire ça a une douceur, les delta qu'on prononce th et pas de, les rames qu'on dit rame et pas gamma, ce qui est très dur pour moi, gamma. Le theta. Alors, il dit, et le désir d'aimer qui passe dans ton rire. Ah, c'est bien pour cela, un spasme étreint mon cœur dans ma poitrine. Voilà, c'est toujours la traduction de Battistini. Et c'est vrai que si on ne lit que la traduction, ça devient un véritable poème. Epaboles. Le but atteint. And olofun. Les chants de deuil. Tromerois alla. Les frissons. Mais. Croa geras ede amphibas kei. Vieillesse, désormais, envahit tout mon corps. Eros petatai diokon. Amour s'envole à la poursuite. Tasagoas. Toi, dans ta gloire, Laboisa. Prends ta lyre. Aison ami taniokolpon. Et chante-nous, l'amante, à la robe couleur de violette. Malista. Plus que tout. Planatai. Dans l'errance. Dans votre préface au poème de Sappho, vous tendez un piège au lecteur. Vous reproduisez des vers mutilés, fragmentés, et à partir de là, vous montrez toutes les méprises possibles. Oui, c'est le statut particulier pas simplement de la poésie qui est réduit à l'état de fragment, mais particulièrement de Sappho. Je ne sais pas pourquoi, les gens s'acharnent à compléter le texte de Sappho. Et on en trouve... Alors, les dernières éditions sont quand même un peu plus sérieuses et ont enlevé toutes ces conjectures qui avaient été faites au début du siècle, notamment par un Anglais qui était très fameux pour ça, qui s'appelait Edmonds. Et Edith Morat, quand elle a fait son livre en 1966, réclamait le droit de donner au lecteur français ces compléments que le public anglais avait le droit de lire et dont les Français étaient privés. Donc grâce à elle, on a eu toutes sortes de compléments, souvent tendancieux, souvent, en tout cas imaginaires et complètement fictifs, et qui ne font pas partie des manuscrits de Sappho. Alors,
récemment, il y a eu une réaction, en quelque sorte. Et dans les dernières éditions, il y a moins de compléments, c'est un petit peu moins à la mode. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont très jolis parfois. On a notamment cette Abantis qu'on retrouve dans l'édition Loeb, et à la suite de cette édition dans beaucoup de traductions en France, qui serait une jeune fille, comme il y en a d'autres, comme Arignota, qui n'a jamais existé, sauf dans les traductions et dans tous les textes qui ont véhiculé ce nom. Et donc il y a une sorte de tendance à vouloir faire proliférer le texte de Sappho, justement de manière inversement proportionnelle à sa dimension, pour comprendre ce que c'est qu'un manuscrit lacunaire. Il faut imaginer qu'on aurait trouvé, par exemple, dans une cave, un brouillon de cahiers d'écoliers, où il y aurait écrit quelques alexandrins, des poèmes de Victor Hugo, de Lamartine, et puis tout d'un coup, on n'arriverait plus à lire parce que des rats auraient rongé les bords de la page. On aurait juste quelques lettres. Phejelev, P-H-E-S-J-E-L-E-S-V, il manquerait la marge gauche et la marge droite, et puis ainsi de suite pour quelques lignes. Alors aussitôt, des gens chercheraient à reconstituer le poème pour essayer de déterminer de qui il était. Alors certains se proposeraient de lire, comme il y a Phejelev, il dirait Adèle Phejelevois, par exemple. Et puis plus loin, il y a par exemple I de somme. Donc ils en déduiraient rapide sommeil, etc. Et en fait, on se rendrait bien compte ensuite, grâce à ce fonctionnement à l'identique de l'ordinateur, on arriverait à retrouver le poème. Et dans ce cas-là, on aurait ces nymphes, je les veux perpétuer, si clair, c'est-à-dire le début de l'après-midi d'un faune de Stéphane Mallarmé. Alors que quelqu'un avait reconstitué complètement l'alexandrin en disant « À Delphes, je les vis camper sur la hauteur ». Et en fait, c'est ce travail qu'on observe, ce mouvement incessant qu'on voit dans les restitutions qui sont faites au texte de Sappho, et qui, lorsqu'elles sont traduites après, sont complètement abolies, et on ne voit plus la différence entre le texte lui-même, le manuscrit, le papyrus la plupart du temps, et le trou. Bernard Ledwidge. Il y a un vase qui existe à Athènes dans le musée qui présente Sappho, qui a été fait 50 ans après sa mort. À juger par ce vase, elle était plutôt petite et pas du tout belle. Et ça, c'est la tradition écrite aussi, la tradition majoritaire. Ici et là, il y a des gens qui parlent de la beauté de Sappho. Et on dit qu'Alcée a écrit des poèmes d'amour pour la belle Sappho. Mais ces poèmes ont tous malheureusement disparu. Et l'impression est que probablement elle était mélangée de sang. Elle n'était pas à 100% grecque. Les Grecs à cette époque-là étaient plutôt blancs apparemment. Et les lesbiennes à l'époque de Homère, on dit dans les poèmes de Homère que les lesbiennes étaient des blondes d'une beauté ravissante. Sappho n'était pas comme ça, elle était plutôt asiate. Certains l'appelaient asiate, d'ailleurs, ou Sappho la Troyenne. Et je crois que probablement elle était relativement noire et petite, mais pleine de passion et d'animation. Et elle a écrit un poème qui a été découvert assez récemment, venant de l'époque où elle était en exil en Sicile, parce que les gens de Mytilène l'ont chassée. Ces vers étaient devenus un scandale dans toute la Grèce. Là, elle écrit à sa fille un poème très charmant où elle dit « Toi, tu es très triste parce que tu n'as pas un joli chapeau, un turban tel qu'on trouvait à Sardes. » Sardes était sur le continent de l'Asie, un peu à l'intérieur, mais pas très loin de Mytilène et de Lesbos.
les lesbiens y allaient quand il y avait la paix. Et c'était très élégant, la société de Sardes. Donc la fille qui se souvenait peut-être de l'élégance de Sardes, en exil en Sicile, avait une nostalgie pour un beau chapeau. Mais, dit Sappho, je me souviens que ma mère à moi m'a dit, quand j'étais petite, qu'une blonde comme toi n'a pas besoin d'un turban de Sardes, parce que ses blonds cheveux sont en eux-mêmes une grande beauté. Il y a un fragment où Sappho parle de sa vieillesse, ou si elle parle en son nom propre, on ne sait pas, où elle parle de sa chevelure devenue désormais grisonnante. Oui, je pense que Sappho parle en son nom. Le jeu de Sappho n'est pas le jeu qui permet au lecteur moderne ou à l'auditeur d'autrefois de se substituer à travers une sorte de pseudonyme. Non, Sappho parle en son nom, c'est une poésie personnelle que la sienne, c'est encore la marque de son originalité. On peut supposer qu'elle a la quarantaine lorsqu'elle revient d'exil. Ce sont les suppositions à peu près les plus vraisemblables, d'après les dates et les recoupements qu'on a sur telle inscription sur un vase, ou tel fragment de poterie, ou tel papyrus d'Oxyrhynchos retrouvé. On peut supposer plus hardiment encore, d'après certains fragments que nous avons d'elle, que son ardeur ne s'est pas éteinte, qu'elle a toujours le même désir de ces beaux corps de jeunes femmes et de jeunes filles qu'elle a si tendrement aimées avant son exil. Elle a le regret, bien sûr, de la beauté fugitive, de la beauté perdue. Il y a une certaine mélancolie moderne. Je crois que Victor Hugo a tort dans la préface de Cromwell de dire que la mélancolie est un sentiment ignoré des anciens et qu'il ne serait né qu'avec le christianisme. Les Grecs, qui sont pessimistes, souvent, ont connu la mélancolie. Lorsque, par exemple, Sappho s'écrie « Ô belle, une fois encore », et lorsqu'elle dit à un homme qui vient de la rencontrer et qui voudrait la connaître de plus près, elle lui dit « Cherche-t-en une autre plus jeune que moi, un autre lit, si je suis la femme que tu aimes, parce que moi je suis trop âgée maintenant. » Donc c'est un sentiment de mélancolie et de regret. Et puis lorsqu'elle dit à quelqu'un « Tiens-toi debout devant moi, ami, regarde-moi », comme si elle doutait encore de sa beauté, qu'elle puisse être admirée. Lorsqu'elle regrette aussi, dans le fragment 114, « Virginité, virginité, où t'es-tu envolée, tu ne reviendras plus ». Lorsqu'elle dit la mort est un mal, sinon les dieux n'auraient pas décidé d'être immortels. Donc tout cela crée un sentiment de frustration peut-être. Elle sent qu'avec la même ardeur, son corps commence à être flétri. Elle évoque d'ailleurs les rivages de l'Achéron et ce voyage aux rives du fleuve avec les lotus que la rosée vient d'orner de gouttelettes de diamants, et on sent très bien que ce voyage l'angoisse. Il y a également un autre fragment, le fragment je crois 197, mais enfin les références ne sont que soucis techniques pour les spécialistes, lorsqu'elle dit il faudrait que la nuit me dure le double. Donc là, elle sent bien la fuite du temps. Elle voudrait donc le retenir pour retrouver encore ces instants de sa jeunesse et de son âge adulte où le temps était sans limite, la durée s'offrait à elle sans limite. Mais cette angoisse que la nuit me dure le double prouve bien qu'elle a senti sur elle les effets de la vieillesse, d'autant plus qu'elle avait le même désir ardent. C'est à l'ambassade de France à Londres. L'ambassadeur nous avait invités et là, Madame Yourcenar et moi, nous avons parlé un peu de Sappho et elle m'a raconté qu'elle avait écrit un poème, ce que je savais, sur la fin de cette Sappho inventée par Ovide, le poète latin, une Sappho qui, dans son vieil âge, a changé de goût et a commencé à aimer les hommes plutôt que les jeunes filles. Et dans le poème de Yourcenar,
Elle était acrobate et elle s'est suicidée en tombant, finalement, sautant de la corde raide. Comme Sappho, selon les légendes, s'est suicidée en sautant de la falaise. Ce personnage intéressait beaucoup Marguerite Yourcenar, la Sappho suicidaire. Mais moi, je ne crois pas à cette histoire qui a été inventée par Ovide 500 ans après la mort de Sappho. Je crois que Sappho a resté jusqu'à la fin de ses jours fidèle à sa préférence pour les jeunes filles, pour son propre sexe, et qu'il y a un poème maintenant, un fragment qui a été trouvé d'un poème de Sappho dans son vieil âge, où elle parle de ses cheveux gris. Elle dit, je ne crois pas que l'amour reviendra me voir encore, mais quand même, il n'y a pas autre chose de valable dans la vie. Viens, jeune fille, elle dit à son accompagnatrice, tu vas me chanter de l'amour. Moi, je pense que j'ai confondu ces traits avec cette fresque de Pompéi où elle est très belle, contrairement à ce qu'on disait, avec où on la voit avec, je pense, un livre, et puis des petites bouclettes un peu partout, comme ça, et puis des grands yeux. Des trèches violettes. Oui. Oui. Moi, je la vois belle, mais probablement... En fait, je ne me suis jamais posé la question. Je pense surtout que ça devait être quelqu'un d'extrêmement vif. Je l'imagine aussi, je ne l'imagine pas en grande blonde, non. Je l'imagine plutôt en petite brune. Mais c'est plutôt la vivacité de son esprit et probablement aussi la vivacité de son corps, parce que comme elle était aussi danseuse, ça devait être quelqu'un qui prenait soin de son corps. Donc forcément, elle devait être plutôt fine, je ne sais pas. En tout cas, quand elle était jeune. Puis comme on ne sait pas si elle a vieilli, comment elle est morte, d'aucuns disent qu'elle s'est suicidée, d'autres qu'elle est morte de sa belle mort, mais qu'on a beaucoup de mal à imaginer qu'un poète puisse mourir normalement. Mais je pense que ces traits se sont confondus beaucoup avec cette très belle fresque pompéienne que j'ai vue sur une... C'est d'ailleurs très étrange parce que je ne savais pas que c'était Sappho. J'ai trouvé cette carte postale dans une librairie. J'ai été attirée par ce portrait qui est à moitié effacé, comme ça, comme une fresque d'ailleurs. Et je l'ai acheté comme ça, parce que je trouvais ce portrait de femme très beau. J'étais en train de composer sur Sappho et je ne savais pas que c'était une représentation de Sappho. Je l'ai amenée chez moi, je la regardais, je l'avais... Et puis un jour, j'ai voulu l'envoyer à une amie très chère. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu qu'il s'agissait de Sappho. Et je trouvais que c'était aussi une très belle coïncidence de celle qui ajoute à la poésie des choses et qui nous plaisent beaucoup. Mais à partir de ce moment-là, dans ma tête, Sappho a pris les traits de cette fresque-là. Sappho, et la danse, et le bruit. Francesca Isidori, Jean-Claude Loiseau. Angélique Ionatos, Philippe Brunet, Yves Battistini, Patricia Alfonsi, Serre Bernard Ledwidge, Geneviève Pastre, Daniel Calvo-Platero. Poème de Sappho, traduit par Yves Battistini, édition Michel Chandaigne, et par Philippe Brunet, édition L'Âge d'Homme.
Angélique Ionatos interprète les poèmes de Sappho, traduits en grec moderne par Odysseus Elitis. Enregistrement, mixage, Monique Burguière, Alain Joubert, Gérard Servet. Nous vous signalons aussi 2 livres sur Sappho. Sappho, la première voix d'une femme, au Mercure de France, par sœur Bernard Ledwige, et de Geneviève Pastre, Athènes ou le péril saphique, aux éditions Les Octaviennes. France Culture, la nuit. Radio Archives. France Culture, Institut national de l'audiovisuel. Claire Chancel. Écoutez ça, c'est chouette. Question d'oreille. Un petit bout de table, une pause de verre, une mauvaise chaise. Nous demandons votre attention car nous avons bien travaillé et d'excellents comédiens et artistes nous ont donné leur concours. Radio Archives, Marie-Hélène Vieira da Silva, Parler avec lui, Parler sans lui, de lui, Le monologue du peintre, Le dialogue du peintre. Le peintre, il est pour le silence. Ah, mais il faut écouter aussi. Ah, mais le silence, ça veut dire moi. Le peintre est un animal muet. Alors c'est très difficile de parler quand on est un animal muet. Arpad Zenès et Vieira da Silva, 2 œuvres profondément originales et profondément distinctes, malgré, ou grâce à, ou à cause de plus de 50 années de vie commune. Parler avec lui, c'est la première partie de ce numéro de Radio Archives. Vieira da Silva parle avec lui, comme elle vit avec lui, travaille avec lui, peint avec lui. Mars 1981, nous sommes dans leur atelier, en compagnie d'Anne Philippe et de Guy Vélène, autour du micro d'Olivier Germain-Thomas. Alors avec nous, nous avons également la compagnie de 2 toiles, et elles vont certainement nous aider pour ces entretiens croisés. Nous avons mis dans l'atelier Le Rivage d'Arpad Zenès, qui date de 1965, et pour Vieira da Silva, c'est Zenès qui a choisi la toile, c'est une toile qui s'appelle Les Grandes Constructions. Alors, Zenès, je me tourne vers vous. Vous avez choisi donc Les Grandes Constructions. Pourquoi vous avez choisi cette toile de Vieira da Silva? J'ai pu choisir n'importe quelle, mais j'aime beaucoup cette toile, alors j'ai choisi. Et puis, par une certaine expérience, d'un jour dans un théâtre qu'on nous a amené avec un cinéaste, a fait avec la pièce théâtre, en même temps des projections en profondeur de ce tableau. Et ça m'a tellement ému parce qu'il y a au moins 100 tableaux dans ce tableau, quand on regarde n'importe quelle petite partie là. Et il y a cette drôle de perspective et en même temps il y a une verticalité, et il y a une musique, il y a une tendresse et une imagination. Alors il y a 10 éléments au moins sur quoi on peut parler quand on parle de ce tableau, et encore davantage certainement dans les autres, mais ils ne sont pas autant visibles et simples. Alors je trouve ce tableau, toutes ces qualités-là, imagination, c'est vraiment une construction, en même temps il y a un espace tout à fait ahurissant où tous les espaces du monde sont dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas un espace. Et elle a compris assez tôt ça, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a chaque année ou chaque 10 années un espace humain aussi que nous subissons. Il y a toutes ces contradictions merveilleusement établies. Et vous êtes reconnu dans ce que Zenès a dit sur l'espace, cette multitude d'espaces? Beaucoup d'espaces, oui. Mais vous en étiez consciente quand vous l'avez peint? Oh, vous savez, quand on peint, il y a une chose très curieuse, c'est que c'est si difficile, peindre, bien peindre, vouloir bien peindre,
qu'on oublie beaucoup de choses. On oublie les espaces, on oublie ce que ça veut dire, on oublie la philosophie du tableau, on oublie tout. On est préoccupé de bien faire la chose. Parce que c'est ce qu'un peintre me disait un jour, un peintre qui avait fait beaucoup de musique, c'est Serge de Castro, qui a été musicien. Il me disait, un musicien, quelquefois il exécute sa musique, mais en principe, la musique peut être exécutée par un autre. Mais nous sommes obligés de composer et d'exécuter. Alors, on est tellement préoccupé par l'exécution qu'on ne pense à plus rien que l'exécution. Et ce qui vient en plus, ça vient malgré nous, sans qu'on le sache. Et alors, on a choisi également une toile de Sénèche, c'est vous qui l'avez choisi, Vieira da Silva. Vous avez pris le rivage de 1965. Mais par exemple, justement, Arpad aime beaucoup la mer et les couleurs que la mer vous inspire. Mais je ne sais pas si j'ai raison, il le dira après, mais il me semble qu'au moment où il faisait ces lignes bleues, jaunes, de couleurs presque, on ne sait pas quelle couleur. Eh bien, il ne pensait certainement pas à la beauté du rivage qu'il avait vu. Il pensait à ce qu'il faisait à ce moment-là. Maintenant, c'est à lui de le dire. Je pensais rien. Je pensais tout simplement étaler des choses là et après voir qu'est-ce qui va se passer entre eux. C'est ça. Alors, avec ces deux toiles comme ça qui sont avec nous dans l'atelier, c'est quand même très frappant de contraste. D'un côté, la vôtre, Vieira da Silva, qui semble, mais je dis bien qui semble, parce que je me trompe peut-être, qui semble extrêmement construite, qui semble même assez calculée, et au contraire, celle d'Arpad Sénèche, qui semble des choses qui sont posées là, avec plus de, je ne veux pas dire de désinvolture, mais disons de distance par rapport aux choses. Ça correspond à vos tempéraments ou c'est une vision? Certainement, il y avait un écrivain, je ne sais pas qui était, Marot, quelqu'un qui a dit c'est étonnant, ces couples, un ajoute chaque millimètre, laisse rien. Ouverte ou libre, l'autre veut tout remplir. Tout remplir, l'autre veut tout annihiler. C'est certainement donné, pas uniquement par notre nature, mais par notre cohabitation, etc., aller jusqu'au fond d'une chose qui n'est pas pareille. Et en même temps, nous avons beaucoup de même comme ça, des moments qu'on nous trouve pareils à eux. Alors moi, je suis devenu, je ne sais pas pourquoi, un peu trop simplifié des choses, elle est trop remplie. Et quelquefois, je réagis même, ne remplis pas autant, mais elle veut parce que c'est ça qu'elle sent. Anne-Philippe, c'est votre vision des choses aussi? Oui, moi, ce que je trouve, évidemment, ce n'est pas une règle générale, mais c'est que Vieira est beaucoup plus un peintre de la ville et des structures, et Arpad des immensités, des paysages, du ciel, de la mer, des paysages. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des tableaux représentant l'autre sujet. Mais en principe, c'est presque... Je me souviens avoir demandé à Vieira si elle avait été à New York, tellement certains de ces tableaux faisaient penser à New York, et vous m'avez dit que vous n'y aviez été qu'en 62 ou en 65. Oui, avant déjà on disait bien avant d'avoir vu New York, il y a des tableaux de vous qui sont une vue de New York pour qui a vu la ville. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, effectivement, Vieira peint comme ça par petites touches, avec une sorte de conscience, de minutie. Et toi, ce sont de plus larges. Oui, c'est pas ça. On ne peut pas analyser, on peut constater maximum. Et puis, nous avons tous les deux un peu certains tableaux style de l'autre, mais avec notre caractère aussi. Et c'est très intéressant, même comme problème. Et puis, avant la guerre, nous avons travaillé quelquefois ensemble pour résoudre des problèmes, par exemple, du blanc. On a mis toutes les couleurs sur un de mes toiles, et alors il y avait des bleus différents, des orangés, des violets, et on cherchait comment obtenir les blancs différents sur cette surface. On s'amusait quelquefois. Mais ça, c'était pour la lumière. Oh oui, la lumière, mais ça c'est un mot que je n'ose pas trop employer. Et surtout, il est éclaté, elle est éclatée.
parce qu'il faut que le tableau très réussisse pour avoir la lumière. Mais en tout cas, c'est une peinture construite comme l'autre, mais je cache la construction. Tandis que ma femme cache son merveilleuse âme dans la construction. C'est gentil. Mais un peu, oui, parce qu'elle construisait si merveilleusement qu'il y avait la guerre, ou on appelait ça comment avant la guerre? Désastre. Oui, alors Désastre, ça a commencé comme un dessin tout à fait hallucinant qu'elle a commencé, je ne sais pas où, et fini le dessin de ce tableau dans un jour avec une plume dessinée en noir. Et c'était si beau ce tableau que j'ai défendu à elle. Et je priais pour défendre, non pas sérieusement, mais priais qui est plus sérieux, qu'elle ne touche pas ce dessin. Et naturellement, elle a touché. Et un jour, je l'embêtais, elle a coupé avec un couteau en 3 morceaux le tableau, et ces 3 coupures a donné alors tout à fait la signification. Ça veut dire, elle est tellement graphique et construite visiblement qu'il fallu même ces 2-3